Je l'ai vu arriver dans ma boîte aux lettres comme un coup de poignard en plein cœur, cette enveloppe blanche immaculée, cachetée avec le sceau rouge de l'avocat familial. C'était la veille de Noël, et pendant que les Parisiens se pressaient dans les rues illuminées des Champs-Élysées, je déchirais le papier d'un geste rageur, espérant un miracle ou une invitation tardive, un mot d'affection. Au lieu de cela, des chiffres froids, 65 000 €. Pour la voiture de mon frère. Celle qu'il avait fracassée contre un arbre après une beuverie, évidemment. Et moi, le mouton noir, le fils prodigue qui avait osé partir, on me la collait sur le dos parce que, 10 ans plus tôt, j'avais bêtement promis de veiller sur lui. Personne ne m'a appelé pour me souhaiter un joyeux Noël. Pas un SMS, pas un appel. Juste cette facture, comme si j'étais un créancier anonyme plutôt qu'un frère. J'ai ri, un rire amer qui a résonné dans mon appartement vide du Marais, avec ses murs jaunis par l'humidité et ses fenêtres qui donnent sur une cour intérieure où les chats errants miaulent leur solitude. Est-ce que c'était une blague? Non, c'était typique d'eux, la famille Duval, noblesse déchue de province qui s'était installée à Paris pour briller, mais qui pourrissait de l'intérieur comme un fruit trop mûr. J'ai jeté la lettre sur la table, et elle a glissé jusqu'au pied de ma bouteille de vin bon marché. 65 000 €. C'était plus que ce que je gagnais en 2 ans comme graphiste freelance, à gratter des commandes pour des marques de mode qui me prenaient pour un larbin. Mon frère, Alexandre, l'aîné parfait, le golden boy qui avait tout, l'héritage, les relations, la femme trophée. Lui, il s'en sortait toujours, avec son sourire carnassier et ses excuses larmoyantes. Et moi? Moi, Julien, j'étais le responsable par défaut, parce que j'avais fui leur maison de banlieue pour les rêves fous de la capitale, parce que j'avais refusé d'entrer dans l'entreprise familiale de vin, ce piège doré qui avait englouti mon père. Ce soir-là, alors que les cloches sonnaient minuit, j'ai sorti mon ordinateur. Pas pour pleurer, non. Pour planifier. La revanche n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre, qui ronge. Et je savais exactement par où commencer. Les lumières de Noël clignotaient à travers les vitres embuées du café du coin, où je sirotais un café noir trop amer pour chasser le froid qui s'insinuait dans mes os. C'était le 26 décembre, lendemain de ce Noël fantôme, et Paris se réveillait engourdi, les trottoirs jonchés de papier cadeau froissés et de restes de feux d'artifice. J'avais passé la nuit à relire cette lettre, à décortiquer chaque mot comme un avocat disséquant un contrat piégé. Cher Julien, suite à l'incident impliquant le véhicule familial dont vous aviez la responsabilité partagée. Responsabilité partagée? C'était une farce. J'avais prêté ma vieille Peugeot à Alexandre pour une soirée, il y a des mois, et il l'avait rendue en miettes. Mais non, ce n'était pas ma voiture, c'était la sienne, achetée avec l'argent de papa, et maintenant, avec papa dans sa tombe froide depuis 5 ans, c'était maman qui orchestrait ce chantage. Je me souviens encore de l'odeur de la maison familiale à Neuilly, ce mélange de bois ciré et de tabac froid qui collait à la peau. Là-bas, les Noëls étaient des spectacles, dindes farcies, cadeaux emballés dans du papier italien, et des rires forcés autour de la cheminée. Mais sous la surface, c'était un marécage. Papa, avec ses crises de colère après trop de cognac, frappant la table jusqu'à ce que les verres tremblent. Maman, avec ses sourires en plastique, distribuant des faveurs comme des miettes aux pigeons. Alexandre, toujours au centre, racontant ses conquêtes, ses promotions à la banque, tandis que je, le cas des rêveurs, dessinais dans un coin, invisible. Pourquoi cette facture maintenant? Parce que j'avais refusé l'invitation à l'enterrement de tante Élise, prétextant un deadline. Ou parce que j'avais osé critiquer Alexandre lors du dernier dîner familial, 3 ans plus tôt, quand il avait trompé sa femme avec la secrétaire. Tu n'es qu'un jaloux, Julien, avait-il sifflé, et maman avait hoché la tête, les yeux baissés. Depuis, le silence radio. Et voilà qu'ils me facturaient pour laver leur sale drap. Je quittais le café, le vent coupant comme une lame sur la Seine gelée. Mon téléphone vibra à un message de mon ex, Claire, souhaitant un bon Noël. Elle savait tout, bien sûr, je lui avais raconté lors de nos nuits agitées dans son studio de Montmartre. Ils sont toxiques, Julien. Coupe les ponts. Facile à dire. Mais cette facture était la goutte qui faisait déborder le vase empoisonné. De retour chez moi, je m'assis devant mon bureau encombré de crayons et de tablettes graphiques. J'ouvris un dossier secret, famille. Dedans, des photos jaunies, des mails archivés, des notes sur leurs faiblesses. Alexandre et sa cocaïne discrète, sniffés dans les toilettes des bars chics. Maman et ses dettes de jeu au casino d'Anguien, camouflées derrière des prêts amicaux. Papa,
mort d'une crise cardiaque après avoir découvert l'infidélité de maman avec son associé. Tout était là, attendant d'être utilisé. La revanche commencerait par un appel innocent. J'appelais Alexandre, le numéro gravé dans ma mémoire comme une cicatrice. Allô? Sa voix, pâteuse, encore imprégnée de la veille. Joyeux Noël, frangin. J'ai reçu ton cadeau. Un silence, puis son rire forcé. Ah, ça? C'est rien, juste une formalité. Tu sais, la banque. Je l'interrompis, 65 000, Alex. Tu crois que je suis ton punching ball financier? Il bafouilla, promit de parler à maman. Mais je raccrochai, le cœur battant, un plan se formant déjà. Pas de violence, non, quelque chose de plus élégant. Une exposition, publique, impitoyable. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de travail et de rumination. Je dessinais des croquis sombres, une famille fracturée, des masques tombants, des factures volant comme des corbeaux. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés, semblait complice, murmurant des secrets à mon oreille. Je rencontrai un vieil ami, Lucas, hacker freelance, dans un bar enfumé de Pigalle. « Tu veux quoi, exactement » demanda-t-il, les yeux pétillants derrière ses lunettes épaisses. « Des preuves. » Irréfutable. Il hocha la tête, et on trinqua à la chute des empires. Bientôt, les premiers fils se tendirent. Un mail anonyme à la banque d'Alexandre, avec une photo floue de lui en train de sniffer dans une arrière-salle. Pas assez pour le virer, mais assez pour semer le doute. Maman reçut une lettre de « recouvreur » fictive pour ses dettes, avec des intérêts exorbitants. Panique dans le nid. Et moi? J'observais de loin, un fantôme dans leur cauchemar naissant. Mais la vraie tempête couvait. Noël n'était que le début, le nouvel an serait l'apocalypse. Le nouvel an à Paris est un feu d'artifice de promesses brisées. Les feux éclatèrent au-dessus de la Seine tandis que je marchais seul sur le pont des Arts, les cadenas d'amour rouillés sous la pluie fine. Mon téléphone sonnait sans cesse des inconnus, des collègues, mais pas eux. Alexandre avait essayé de me rappeler, laissant un message larmoyant, « Julien, c'est une erreur. Viens à la maison, on règle ça. » Une erreur? Comme si nos vies étaient un brouillon qu'on pouvait corriger d'un trait de plume. Je déclinai, bien sûr. Au lieu de cela, je m'enfonçais dans la nuit, les bars de Saint-Germain-des-Prés débordant de rire et de champagne qui coulaient comme du sang. Je bus jusqu'à l'oubli, mais l'oubli ne venait pas. À la place, des souvenirs affluaient, l'enfance à la campagne, près de Bordeaux, où papa nous emmenait vendanger, et Alexandre trichait toujours pour avoir plus de raisins. Moi, je ramassais les tombés, les oubliés. Déjà, le rôle du second. Le lendemain, gueule de bois et regret, je reçus un colis. Pas une bombe, non un album photo. Maman, avec son écriture fine, souviens-toi de qui tu es. Les pages jaunies montraient des Noëls passés, moi, petit, les yeux écarquillés devant le sapin, Alexandre, déjà plus grand, posant avec arrogance. Une photo me frappa, papa, juste avant sa mort, le visage creusé, me regardant comme si j'étais son seul espoir. J'avais échoué, bien sûr. J'étais parti à Paris pour faire ma vie, laissant maman s'enliser dans ses vices, Alexandre dans ses illusions. La colère remonta, acide. Je jetai l'album dans le feu de ma cheminée électrique, un luxe que je m'étais offert après mon premier gros contrat. Les flammes virtuelles léchèrent les pages, et avec elles, un morceau de mon passé parti en fumée. Mais la facture persistait, un fantôme financier. 65 000 €. J'avais 30 jours pour payer, ou il saisirait mes maigres biens. Mon appartement, mes dessins, ma liberté. C'est alors que Lucas m'appela. J'ai du lourd, mec. On se retrouva dans son antre, un sous-sol de Belleville rempli d'écrans clignotants et d'odeurs de pizza froide. Il me montra des fichiers, relevés bancaires d'Alexandre, transferts suspects vers des comptes offshore. Il blanchit pour la banque, ou pire. Et ta mère? Elle a hypothéqué la maison familiale pour ses dettes. Mes poings se serrèrent. Pas de surprise, mais la confirmation piquait. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda Lucas. Je souris pour la première fois depuis des jours, un sourire carnassier, hérité d'Alexandre. Tout balancé. Mais pas n'importe comment. Une histoire. Mon histoire. J'étais graphiste, après tout, les images parlent plus fort que les mots. Je commençais à concevoir une série d'infographies,
anonyme, posté sur les réseaux, dépeignant la famille Duval comme un soap-opéra de corruption. La dynastie des Duval, derrière les lumières de Noël, l'ombre des dettes. La première vague frappa le 5 janvier. Un post sur un forum d'investisseurs, avec des chiffres masqués mais suggestifs. Les likes affluèrent, les commentaires fusèrent, c'est qui ces escrocs? Alexandre paniqua, je le vis sur son profil LinkedIn, soudain actif, postant des selfies forcés de « team building ». Maman m'envoya un SMS, arrête ça, Julien. Tu nous détruis. Je répondis, comme vous m'avez détruit? Joyeux nouvel an. Mais la vraie douleur vint d'un appel inattendu, Claire. Je les ai vus, Julien. À la TV locale, pleurnichant sur la tragédie familiale. Alexandre accuse un frère ingrat. Mon sang se glaça. Il contre-attaquait, me peignant en vilain. J'étais le méchant maintenant, le fils qui avait abandonné papa sur son lit de mort pour un vernissage. La nuit, je ne dormis pas allongé sur mon lit défait, j'écoutais la pluie marteler les tuiles. Les limites de l'esprit humain, quand on est d'un côté, sont infinies. J'imaginais leur table du dîner, tendue, les couverts tintant nerveusement. Alexandre, buvant trop, maman tripotant son collier de perles. Et moi, le spectre, rongeant leur paix. Le plan s'affina. Pas seulement des postes, une exposition. Une galerie underground à Bastille, où j'exposerai mes dessins, portraits caricaturaux de la famille, avec des bulles de dialogue révélant les secrets. Maman, joue, et perd tout. Alexandre, sniffe et grimpe. Moi, paye pour leurs péchés. Invités anonymes, mais des journalistes, des influenceurs. Un scandale artistique, français jusqu'à la moelle. Préparatifs frénétiques, nuit blanche à peindre, à coller, à scanner. Lucas infiltra leur mets, envoyant des invitations forgées, soirée privée chez les Duval, révélation exclusive. Il viendrait, curieux, piégé. Le jour J approchait, et avec lui, une paix étrange. La revanche n'était pas vengeance, c'était catharsis. 65 000 €. Un prix modeste pour la liberté. La galerie et l'ombre lumineuse était un trou arachique dans le quartier de Bastille, avec des murs de briques apparentes et des spots LED qui jetaient des ombres dramatiques sur les toiles. J'avais loué l'espace pour une semaine, prétextant une expo solo sur les fractures familiales. Les critiques d'art parisiens adoraient ce genre de thème, introspectif, bourgeois, avec une touche de scandale. Mais ce soir-là, le 15 janvier, l'air vibrait d'une tension palpable, comme avant un orage d'été sur la Méditerranée. J'arrivais tôt, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, un investissement pour l'occasion. Mes mains tremblaient légèrement en accrochant la dernière pièce, un diptyque géant, moi enfant d'un côté, Alexandre adulte de l'autre, nos visages se fondant en un hybride monstrueux, avec la facture de 65 000 € superposée comme une auréole inversée. Le curateur, une femme filiforme nommée Héloïse, arqua un sourcil. C'est personnel, hein? Je hochai la tête, muet. Personnel? C'était une déclaration de guerre. Les invités affluèrent vers 20 h, hipsters en hoodie de designer, journalistes de Le Monde avec leurs carnets, et, miracle, quelques visages familiers déguisés en anonymes. Alexandre fut le premier à franchir la porte, escorté d'une blonde siliconée qui n'était pas sa femme. Ses yeux balayèrent la salle, s'arrêtant sur les toiles avec une grimace. « Julien? C'est toi, ce taré » murmura-t-il assez fort pour que les têtes se tournent. Maman arriva 10 minutes plus tard, emmitouflée dans un manteau de fourrure passé de mode, son maquillage craquelait sous les lumières crues. Elle me repéra immédiatement, traversa la foule comme une reine déchue. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » siffla-t-elle, agrippant mon bras. Ses ongles, manucurés à la française, s'enfoncèrent dans ma chair. Un rappel, maman. De ce que vous m'avez fait. Elle pâlit, jetant un œil au dessin, son portrait, une silhouette voûtée devant une machine à sous, les yeux vitreux, légendés et la reine des ombres. Le vernissage démarra par un discours d'Héloïse, lyrique sur l'art comme exorcisme. Puis, le coup de théâtre, les lumières baissèrent, et un projecteur illumina un écran central. Une vidéo, compilée par Lucas, extrait de mai, photo volée, enregistrement audio où Alexandre jurait comme un charretier après sa beuverie, et maman suppliant un prêteur. La voix off, la mienne, anonyme, dans les familles françaises, derrière les façades haussmanniennes, se cachent des dettes qui saignent. Voici l'histoire d'une facture de 65 000 € qui a brisé des chaînes. Un murmure collectif, puis des flashs d'appareils photo.
Alexandre chargea vers l'écran, mais 2 videurs amis de Lucas le retinrent. « Lâchez-moi, bande de cons. C'est de la diffamation, hurla-t-il, son masque de Golden Boy tombant en lambeaux. Maman s'effondra sur une chaise, sanglotant bruyamment, attirant les caméras comme un aimant. Et moi, au centre, immobile, absorbant le chaos comme un désert la pluie. Les médias mordirent à l'hameçon. Le lendemain, les titres fleurirent, scandale familial à Paris, un artiste expose les secrets des Duval. Interviews anonymes, spéculations sur mon identité j'étais l'ombre, le vengeur masqué. Alexandre fut suspendu de sa banque, maman vit ses amis se volatiliser, ses invitations annulées. La maison de Neuilly fut mise en vente, forcée par les créanciers qu'elle avait ignorés. Mais la victoire avait un goût âcre. Claire m'appela, voix hésitante, c'était brutal, Julien. Tu vas bien? Non, je n'allais pas bien. Les nuits étaient hantées par des rêves où papa me reprochait, où Alexandre me suppliait enfant. La thérapie? J'avais essayé, à 200 € la séance, pour finir par dessiner le psy au lieu de parler. Non, l'art était ma thérapie, impitoyable et gratuite. Une semaine plus tard, un avocat me contacta. Pas le leur, le mien, gratuit via un ami juriste. Ils veulent un accord. Retrait des œuvres, silence radio, contre l'annulation de la dette. 65 000 € effacés. Tentant. Mais je refusai. Dites-leur que la dette est payée en vérité. Pourtant, les fissures apparurent en moi. Se venger, c'est creuser un puissant fond, on finit par y tomber. Je commençai à boire seul, à ignorer les commandes, à errer dans le Père-Lachaise sous la pluie, conversant avec les tombes de Molière et Proust. La vengeance est un plat qui se mange froid, disait-il. Mais froid, il gèle l'âme. Alexandre tenta une approche, un soir, ivre, il tambourina à ma porte. Ouvre, salaud. Tu as ruiné tout. Je l'ouvris, le laissai entrer. Il puait le whisky et la défaite. Pourquoi, Julien? On était frères. Je ris, doucement. Était. Tu m'as vendu pour une bagnole. On se battit, pas avec les poings, avec des mots, des souvenirs. Il partit en larmes, promettant la haine éternelle. Maman, elle, envoya une lettre manuscrite, mon fils, pardonne. J'étais faible. Faible? C'était son mantra. Je la brûlai, comme l'album. La presse s'essouffla, mais les cicatrices restaient. J'ouvris une nouvelle expo, sur la rédemption, mais personne ne vint. Étais-je le héros ou le monstre? Paris, indifférente, continuait son ballet de lumière et d'ombre. Février s'installa comme un amant jaloux, avec ses pluies incessantes qui transformaient les rues de Paris en miroirs brisés. Mon appartement, autrefois un sanctuaire de créativité, puis maintenant le renfermait, les toiles inachevées empilées comme des cadavres. L'expo avait été un succès de 500 visiteurs, des articles dans Libération mais le chèque ne compensait pas le vide. 65 000 € annulés, oui, mais à quel prix? Mes nuits étaient peuplées de fantômes, le visage déformé d'Alexandre sous les flashs, les sanglots étouffés de maman. Je décidai de bouger. Pas loin à un petit village en Normandie, hérité d'un oncle distant, une maison en pierre avec vue sur la mer agitée. Là, loin des klaxons et des ragots, je pourrais guérir. Ou du moins, prétendre. Le train depuis gare Saint-Lazare me berça de son rythme hypnotique, et pour la première fois depuis des mois, je dormis sans cauchemar. Le village s'appelait Étretat, avec ses falaises blanches dressées comme des sentinelles contre l'Atlantique. La maison était modeste, 2 chambres, une cheminée qui tirait mal, et un atelier donnant sur les vagues. Je m'installai, déballant mes pinceaux et mes regrets. Les premiers jours furent idylliques, marche sur la plage, cueillette de coquillages, croquis des falaises au crayon. Les locaux, rustres mais chaleureux, me saluaient d'un bonjour monsieur l'artiste. Pas de questions sur mon passé, ici, les secrets restaient enterrés avec les marées. Mais le passé, comme la marée, remonte toujours. Une semaine après mon arrivée, un colis arriva, des coupures de presse sur l'expo, annotées de la main d'Alexandre. Tu crois que c'est fini? Regarde ça. Les articles parlaient de poursuites, diffamation, atteinte à la vie privée. Mon nom était sorti, l'ombre avait un visage. L'avocat avait raison, il contre-attaquait. Peur? Non, une résignation froide. J'appelais Lucas, ils savent. Il rit. Évidemment. Mais j'ai une bombe de plus.
Des preuves sur papa pas les dettes, mais l'infidélité. Ta mère n'était pas la seule. Je raccrochais, nauséeux. À quoi bon? Détruire plus? Pourtant, la tentation rôdait. Les falaises d'Étretat, avec leurs arches naturelles, inspiraient des toiles sombres, familles brisées par les vagues, dettes englouties par l'océan. Un galeriste local, un vieux bourru nommé Henri, passa un jour. Beau boulot, fiston. Mais triste. T'as vécu ça? Je haussai les épaules, mais il insista, café au port, et je craquai. L'histoire coula, mot après mot, comme du vin versé. Henri écouta, hochant la tête. La famille, c'est une chaîne. Parfois, il faut la rompre. Il me parla de son propre frère, un alcoolique qui l'avait ruiné. J'ai pardonné. Pas pour lui, pour moi. Pardon? Le mot sonnait faux, comme un accord mineur dans une symphonie majeure. De retour à la maison, je fouillai le grenier, lettre jaunie, un journal de papa. Ces mots, rageur, Alexandre est un poison. Julien, sauve-toi. Des aveux sur ses erreurs, sur comment il avait favorisé l'aîné pour l'honneur familial. Larmes, pour la première fois. Papa m'avait vu, vraiment vu. Le lendemain, un appel, maman. Voix brisée. Julien, reviens. On a besoin de toi. Alexandre. Il est en cure. Cure? Pour la coque, probablement. Je refusai, mais le doute s'insinua. Était-ce la fin, ou un nouveau piège? Je peignis toute la nuit, une toile cathédrale, la famille comme une église en ruine, moi au portail, clé en main. Le matin, je l'envoyai à la galerie parisienne, avec une note, rédemption? Ou illusion? Les réponses affluèrent, offres, invitations. Paris m'appelait de nouveau, sirène vengeresse. Mais en Normandie, sous le ciel gris, je trouvais une paix fragile. Les vagues chantaient une berceuse, et pour un instant, la facture s'effaça, remplacée par le sel de la mer. Pourtant, la revanche n'était pas terminée. Un mail de Lucas, il prépare un livre. Ta vie, déformée. Contre-attaque. Je souris. Le jeu continuait, et j'étais prêt. Mars apporta le printemps, timide, avec des bourgeons hésitants sur les falaises d'Étretat. Mais en moi, l'hiver persistait, un froid qui s'accrochait aux os comme la brume marine. Le mail de Lucas m'avait réveillé en sursaut, le livre. Ils ont un ghostwriter. Titre provisoire, Le fils perdu, trahison et rédemption. Ridicule. Alexandre, en cure à Deauville, dictait ses mémoires entre deux séances de thérapie, peignant moi en monstre ingrat, voleur de famille. Je rentrai à Paris, le train filant comme une veine ouverte sur la campagne normande. La capitale m'accueillit avec son chaos habituel, embouteillage sur le périph', odeur de croissants brûlés et de gaz d'échappement. Mon appartement était intact, mais poussiéreux, comme un mausolée oublié. Je m'y replongeai, commandant des livres sur la diffamation, consultant un avocat pour de vrai cette fois ou une femme acérée nommée Sophie, qui fumait des Gauloises en écoutant mon récit. Il bluffe, dit-elle, exhalant une volute. Pas de preuves solides. Mais frappez les premiers. Publiez votre version. Mon version? Un livre? L'idée germa, fertile. Pas un pamphlet rageur, un roman, voilé, où les Duval deviendraient les Deville, une saga familiale empoisonnée par l'argent et les secrets. Titre, La facture invisible. Les semaines suivantes furent un tourbillon, nuit à taper sur le clavier, café noir et cigarettes volées à Sophie. Les chapitres coulaient, l'enfance volée, les Noëls factices, la mort de papa comme un climax raté. J'y glissais la vérité, nue, la coque d'Alexandre, les dettes de maman, mais aussi mes failles, ma jalousie, mon abandon. Catharsis littéraire, à la française, avec des descriptions sensorielles qui faisaient saigner les mots. Lucas aida pour les détails, acte mineur, confirmation. Claire revint dans le paysage, comme une muse blessée, on dîna un soir aux zinc de chez Gladine, riant de nos erreurs passées. Tu écris pour guérir, ou pour tuer, demanda-t-elle. Les deux, avouai-je. Le manuscrit achevé en mai, je l'envoyai à un éditeur indépendant, ceux qui aimaient les histoires vraies déguisées. Réponse rapide, contrat, avance modeste, mais liberté totale. Pendant ce temps, le livre des Duval sortait en fanfare, lancement au salon du livre, Alexandre souriant, amaigri, flanqué de maman en perles discrètes.
Les critiques furent tièdes, mélodrame bourgeois, sans profondeur. Le mien explosa en septembre, coïncidant avec la rentrée littéraire. La facture invisible grimpa dans les classements, louée pour son regard acéré sur la bourgeoisie française en déliquescence. Les librairies du Marais en étaient pleines, des lectures publiques où je lisais d'une voix rauque, les yeux dans le vague. Alexandre appela, c'est nous, hein? Tu nous assassines. Oui, murmurai-je en raccrochant. Assassiné pour renaître. Maman, plus subtile, envoya des fleurs à une séance, rose noire, carte blanche. Fier de toi, malgré tout. Mensonge ou vérité? Je ne répondis pas. La notoriété apporta son cortège, interview, où je esquivais les questions personnelles, avance pour un second livre, même une adaptation TV murmurée. Mais sous les applaudissements, le doute, étais-je devenu un manipulateur d'histoire pour briller? Un soir d'octobre, sous les feuilles mortes du Luxembourg, je croisai Alexandre par hasard. Il était seul, veste usée, barbe naissante. Julien. Pas de colère, fatigue. On s'assit sur un banc, le silence pesant. La cure m'a sauvé, dit-il enfin. Et toi? Je haussai les épaules. J'écris. Il rit, amer. Toujours le compteur. Écoute, la dette. C'était maman. Elle voulait te ramener. Pathétique, hein? Pathétique. Oui. On parla 2 heures, regret, excuse maladroite. Pas de pardon total, mais une trêve. Il partit, silhouette dans la nuit, et je restai, le vent automnal fouettant mes larmes. La revanche s'achevait, non en explosion, mais en murmure. 65 000 euros? Oublié. La vraie dette était celle de l'âme, et je l'avais payée en encre. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume, et avec lui, une quiétude inattendue. La facture invisible était un best-seller modeste, assez pour rembourser mes dettes imaginaires et louer un atelier plus grand près de Canal Saint-Martin. Les jours se fondaient en routine, matinée à peindre, après-midi à signer des livres dans des cafés cosy, soirée solitaire avec un verre de Bordeaux et un chat errant que j'avais adopté, nommé facture ou ironie du sort. La famille? Un écho distant. Alexandre relança sa carrière en province, consultant freelance, sobre depuis 6 mois. Maman vendit la maison de Neuilly, s'installa dans un appartement modeste à Versailles, soignant ses roses et ses remords. Pas de réconciliation grandiose, juste des cartes postales sporadiques, des « prends soin de toi » sans effusion. Français, jusqu'au bout, la distance comme armure. Claire et moi. On navigua en eau trouble, dîner sporadique, nuit passionnée, mais pas de promesses. Elle avait ses fantômes ou un ex violent, une carrière de prof précaire. Tu m'as appris la vengeance, dit-elle un soir, enlacée sur mon balcon, les lumières de la ville en toile de fond. Et la résilience. Je l'embrassai, goûtant le sel de ses lèvres, sachant que rien n'était éternel. Le vrai climax vint en décembre, un an jour pour jour après la facture. Une invitation, Noël chez maman, Versailles. Viens seul, ou pas du tout. Alexandre y serait, sobre, avec sa nouvelle compagne ou une infirmière terre à accent grave terre. Tentation. Je passais des jours à peser, retourner dans la fosse au lion, ou rester libre. Le 24, je chargeai la voiture pas une Peugeot cabossée, mais une Renault d'occasion, symbole de renouveau. La route vers Versailles fut un voyage intérieur, souvenirs flashant comme des phares, la voix de papa murmurant en courage, fiston. J'arrivai à 18 heures, la maison illuminée modestement, sans le faste d'antan. Maman ouvrit, vieillie, mais les yeux clairs. Julien. Étreinte maladroite, odeur de lavande et de regret. À l'intérieur, table dressée simplement, chapon rôti, bûche maison. Alexandre, rasé de près, leva son verre d'eau pétillante à la famille. Réinventé. Rire nerveux, toast maladroit. On parla, vraiment, de la mort de papa, des erreurs, de la facture comme catalyseur absurde. J'étais en colère, admis-je. Nous aussi, répondit maman. Pas de pardon théâtral, juste une reconnaissance, fragile comme du cristal. La nuit tomba, neige fine saupoudrant le jardin. On sortit fumer Alexandre et moi, complices malgré tout. Merci pour le coup de pied au cul, dit-il. Nécessaire. Je hochai la tête, exhalant la fumée vers les étoiles. Le matin de Noël, cadeau modeste, un dessin de moi pour maman,
un livre sur la sobriété pour Alex. Et pour moi? Une enveloppe, chèque de 65 000 €, avec note, remboursement. Avec intérêt en amour. Je ris, pour de vrai. Pas de revanche finale, juste une boucle bouclée. De retour à Paris, je peignis une dernière toile, famille autour d'une table, ombre longue mais jointe, facture déchirée en confetti. La vie continua, imparfaite, commandes irrégulières, amours éphémères, Paris qui grignote les âmes. Mais j'avais appris, la vraie richesse n'est pas en euros, mais en cicatrices qui racontent. Et les miennes, je les portais fièrement, comme un tatouage invisible sous la peau.